Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Ivoire, votre nouvelle émission incontournable au cours desquelles nous discutons de sujets qui façonnent et qui passionnent la jeunesse ivoirienne. Dans cette émission, l'expérience rencontre souvent la nouveauté et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler serial entrepreneurship, on va parler female entrepreneurship et on va surtout parler mode, on va parler beauté, on va parler femmes. Et donc pour ça, j'ai pensé vraiment à avoir un monument vraiment de l'industrie de la mode ivoirienne et puis une serial entrepreneur et puis également avoir donc quelqu'un qui représente la nouveauté, qui représente l'entrepreneuriat niveau jeunesse. Et donc pour ça, j'ai donc ma tata Fatim Sidimé aujourd'hui sur ce plateau et ma sœur Imane Touré. Bonjour. Tata Fatim, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, alhamdoulilah. Je suis super contente de te recevoir Moi aussi, en tout cas. moi Merci aussi, on est d'être très là. fiers, hein, donc. Merci tata. Et toi donc Imane? Ça va très très bien. Contente Très de bien. vous avoir Très aujourd'hui. contente. Alors, quand même, je pense que en toute chose, quand on arrive quelque part, c'est bon de faire des introductions. Ouais. Moi, je sais qui vous êtes et je sais de quoi vous êtes capable, mais c'est important quand même pour mon auditoire, pour tous les gens qui nous regardent, de mesurer l'envergure des invités que j'ai aujourd'hui. Donc, Tata, je vais me tourner vers toi pour te demander de te présenter et puis de nous dire qui tu es. Qui est Fatim Sidimé? Alors, bonjour à tous, je suis Fatim Sidimé, directrice générale du groupe Sydney Conceptuel. Alors, Sydney Conceptuel a créé les Awards du mannequinat africain, qui est un événement bilan de toute l'activité du mannequinat sur le plan africain et de la diaspora aussi, qui a sa 10e édition. On a également édité le premier catalogue répertoire souvenir officiel des mannequins de Côte d'Ivoire. On préside l'association des mannequins et des agences ivoiriennes. À côté de ça, on a une marque qui sont les idées de Fatim Sidimé. On a créé cette école des métiers de la mode et du mannequinat depuis 2019. Et à côté de cela, enfin, on a cette agence de management pour la formation et la carrière des mannequins. Wow, c'est costaud en tout cas. C'est Moi, costaud. franchement, je suis impressionnée. Wow. Imane, à côté de ça, j'aurais dû te présenter en premier. Oui, ma sœur. j'aurais dû me présenter en premier, je pense. Alors moi, je m'appelle Touré Imane Nadjani, officielle NAD sur les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu depuis plus de 5 ans maintenant. Étudiante en infocommunication, stratégie de marque. À côté de ça, je suis une jeune entrepreneuse. Je viens de lancer ma marque qui s'appelle Shirani Beads, donc un univers de bijoux en perles. Et voilà, c'est un peu tout pour moi. Super. Alors, sur le plateau de Parole d'Ivoire, on a une tradition. La tradition, c'est de briser la glace avant de commencer la conversation. Okay. Et donc, pour ça, je vais vous poser une petite question. Selon vous, quel est l'indispensable pour une femme en termes de vêtements ou d'accessoires? Et s'il n'avait pas déjà été créé, qu'est-ce que vous aurez créé, en fait, comme indispensable pour les femmes? Question difficile. Alors, hein? c'est dur. Moi, je dirais que ce sont les... Enfin, du coup, je parlerai d'accessoires et je dirais que ce sont les bagues. J'en mets pas souvent, mais je trouve que ça rehausse la tenue, en fait. Au niveau des accessoires, déjà, les bijoux, c'est super important. Tu peux t'habiller de manière simple. Une fois que tu mets des accessoires, ça change. Et je trouve que les bagues, c'est un indispensable. C'est vrai que ça pour moi, c'est... Ouais, que t'aies pas ta manicure ou autre, qu'une fois que t'as des bagues, c'est bon. Donc, bon. ouais, moi, j'aurais dit les bagues. C'est vrai. Alors, moi, je pense plus à des dessous. Hein. D'accord. Des dessous, surtout lorsqu'on a affaire à des femmes, je pense que c'est l'indispensable. Pour vraiment avoir confiance en soi, même quand on être porte. même très bien dans sa peau. Parce qu'après, on est le reflet vraiment de ce qu'on pense être. C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, quand je réfléchis, moi, je pense en tout cas à les robes modestes. Je trouve que nous, chez les Africaines, en tout cas, on a cette tendance, quand on regarde les Sénégalaises ou bien les femmes malinquées, à porter de très belles robes, souvent bien longues, bien ouvertes comme ça, et on est toujours élégante. La robe peut être littéralement en indigo, mais quand on la porte, le boubou, non? C'est ça, le boubou, vraiment, quand on porte, vrai. on est élégante, on est majestueuse. Ça rehausse la confiance en soi, j'ai l'impression, parce que tu peux être habillée de manière complètement lambda. Quand t'as ton boubou, tu te sens... tu te sens quelqu'un. Et moi, je trouve ça vraiment inspirant. Et sur la conversation de l'inspiration, j'aimerais savoir si vous avez des figures qui vous ont inspiré dans ce que vous faites dans vos domaines respectifs. Donc, j'ai envie de parler un peu d'entrepreneuriat et de passion. Quand on fait ce que vous faites aujourd'hui dans vos domaines respectifs, est-ce que vous avez des inspirations qui vous ont permis d'accomplir vos rêves? Alors, moi, je dis tout de suite, oui, on a eu la chance, hein, dans notre famille,
dans notre culture d'avoir des tantes qui étaient tout le temps élégantes. C'est vrai, elles ne sont pas sénégalaises, mais chez nous, on va dire le monde mondain en général, nos tantes, nos mères étaient des femmes, sont toujours des femmes élégantes qui ont une culture fabuleuse. Donc, tout de suite, tu as inspiré au niveau de la beauté. Mais pour parler du premier corps de métier que j'ai eu à faire, à arpenter, si je veux dire ça, ça serait plutôt le mannequin Mounia. Donc, il faut savoir que moi, toute petite, je l'ai vu lors d'un défilé à la télé et j'ai pas compris tout de suite ce que c'était parce que j'étais très, très mitigée de savoir est-ce que c'était la danse qu'elle faisait ou est-ce que c'était un ballet qu'elle faisait. Après, on m'a expliqué, non, elle défile. C'est comme ça que les mannequins font. J'ai dit, comme ça, naïvement, j'ai dit, un jour, je vais faire ça. Donc, je pense que c'est la première personne qui m'a influencée dans ma carrière, c'est le mannequin Mounia. Ah, c'est une belle histoire, en tout cas. Et toi, Iman? Oui. Moi, la différence avec moi, c'est que tout ce que je fais en ce moment, ça a été fait de manière très spontanée et sans forcément d'explication logique. J'ai pas suivi quelqu'un, j'ai pas par rapport aux réseaux sociaux, j'ai été tout simplement dans une période, où je suis quelqu'un de très réservé. Donc en fait, quand j'ai commencé à faire les réseaux sociaux, c'était plus pour parler aux gens, je suis pas timide, mais plutôt réservée. Donc en fait, c'était plus pour exprimer ce qui se passe dans ma tête, dans mon monde. Et en fait, ça a pris de l'ampleur sans forcément que j'ai un regard dessus. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai rencontré des personnes, j'ai vu du contenu qui m'a intéressée, qui m'inspire au quotidien. Et donc, j'ai pu m'intéresser et essayer de faire un peu pareil, mais ça a été fait de manière très spontanée. Très, très autodidacte. Et par rapport à la marque, je dirais que c'est ma mère. C'est ma mère parce que ma mère me pousse à chaque fois à aller au-delà de ce que je peux faire. Et quand j'ai commencé en fait à faire mes bijoux en perles, je vis en France en ce moment, j'étais loin de ma famille. Donc en fait, c'était des moments difficiles et il fallait que je retranscrive en fait ma peine dans autre chose. Donc en fait, je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très manuel. Donc je me suis dit mais reprends tes bijoux en perles, quand tu étais petite, tu faisais ça tout le temps. Donc j'ai commencé à refaire un peu et puis ma mère m'a dit mais tu mets tout le temps des bayas. Fais des bayas en fait. Donc je me suis dit allez, on commence par ça et puis petit à petit c'est venu et jusqu'à présent c'est la personne qui me pousse le plus à faire. Elle s'assoit avec moi, elle compte les perles. Je pense que c'est vraiment elle. Dans ce domaine, j'ai pas vu des personnes, j'ai rencontré des personnes au fur et à mesure qui m'ont inspirée, qui m'inspirent toujours et merci parce que il m'inspire, mais c'était plus de manière autodidacte. Et je me suis pas inspirée. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aime le fait d'entendre que ce sont des figures féminines qui ont été inspirantes pour nous dans un monde qui est si patriarcal. Le fait de voir qu'on peut s'identifier à des femmes qui nous inspirent, ça fait plaisir. Et donc, j'ai entendu dans vos deux réponses cette idée de passion, cette idée de voir quelque chose, être impressionné par la chose et par la personne d'ailleurs, puis de vouloir poursuivre ça. Et donc, j'ai envie de demander, est-ce que le fait de suivre ses passions, ça vient avec des défis? Et si oui, quels sont les défis auxquels on est confronté quand on décide de vivre de sa passion et puis de poursuivre ses rêves? Alors forcément, on est dans un monde d'excellence aujourd'hui. Je veux dire, les réalités que vous avez aujourd'hui, vous ne les aviez pas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, tu notes au bas mot une compétition dans tous les domaines. On prend vraiment que les meilleurs. Donc la passion, c'est bien tout ça, mais il faut se faire former. Parce que tous les corps de métier ont des règles. Bien sûr. Il faut savoir être structuré, il faut connaître les codes du métier qui vous inspire. Donc pour ça, il faut se faire former. Il y a des écoles partout pour tous les différents domaines d'activité. Et c'est à partir de là que vous pouvez dégager votre style et devenir particulier. Donc, on peut pas s'appuyer juste sur la passion aujourd'hui et dire qu'on fait un métier. Non. Sinon, si vous commencez comme ça, c'est très bien, mais vous allez devoir rattraper ça plus loin devant. Donc, vaut mieux commencer à la base et puis évoluer tranquillement. Et puis évoluer, effectivement. Iman, as-tu rencontré des défis, des choses en voulant faire Cyranie, justement? Est-ce qu'il y a des difficultés que tu as pu rencontrer? Est-ce que tu as dû justement te former, comme Tata dit, pour
pouvoir répondre aux besoins de ta clientèle? Forcément, en fait, moi, je dis toujours deux choses, c'est que dans la vie, tu prends soit le choix de vivre de manière très raisonnable, soit tu acceptes de vivre par passion. Et si tu vis par passion, tu suis tes envies, tu suis tes désirs et t'as pas forcément le temps d'être complètement rationnel à chaque fois. En commençant Cyranie, je me suis pas dit que j'allais arrêter tout ce que je fais, me concentrer sur Cyranie. Mais c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie parce qu'en fait, ma chance, c'est que vu que je suis déjà créatrice de contenu, j'ai déjà un public. Mais je n'imagine pas comment ce serait passé si j'avais rien du tout et que je partais de zéro. Et avec Cyranie, en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui a été fait dans la peine. Ça s'est transformé. Et par chance, ça a fonctionné. Il y a des personnes qui sont venues vers moi, mais je n'avais jamais entrepris quoi que ce soit. La seule chose que je savais faire, c'était faire mon contenu, me faire payer pour le contenu que je fais, parler aux gens. Je connaissais pas du tout les réalités. Pour moi, tu fais ton bijou, tu le vends, tu gagnes, tu perds pas autant. Mais j'ai été face à des dépenses que je savais pas que j'allais faire, des réalités que je savais pas, des fournisseurs. Quand j'ai commencé, je voulais tout simplement, en fait, je me disais pas que j'avais les capacités de faire les bijoux moi-même. Donc, en fait, j'avais les idées et je voulais en parler aux autres qui pouvaient le faire. Donc, je décrivais ce que je voulais. Oui, je veux ce bijou-là. Parce que en général, je suis quelqu'un qui donne des directives. Donc, je voulais pas le faire moi-même. Mais à un moment donné, à chercher de la main-d'œuvre, je me suis rendu compte, non, c'est pas possible. Et je me suis littéralement assise au marché artisanal et j'ai dit, montrez-moi comment vous faites. Faut que je le fasse. Parce que j'ai tout appris sur le terrain. Je connaissais pas du tout les réalités. J'ai été face surtout au niveau dépenses. On a tendance à penser qu'on gagne. Mais en fait, quand tu démarres ton entreprise, tu perds énormément. Et faut pas que ça te déstabilise. C'est normal. Tu perds. Il faut que tu apprennes à faire, il faut que tu maîtrises chaque zone de ce que tu fais parce que si tu confies ton travail à d'autres personnes, ils peuvent te la mettre à l'envers. Bien sûr. Et ouais, ça a été énorme de découvrir tous ces aspects-là. Alors que j'ai juste commencé de manière spontanée. Waouh. Ouais. Non, vraiment, c'est pour ça que c'est important de se former comme tu étais en train de dire. Super important. Et donc, ça fait que je voudrais savoir si c'est un vécu qui a été partagé justement quand toi, tu commençais l'entrepreneuriat. Est-ce que effectivement, il y a eu énormément de moments où tu te disais, mais je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Et comment est-ce que tu as réussi à rebondir finalement lorsque ces moments-là sont arrivés? Absolument. Alors, moi, ça a été un peu différent parce que quand j'ai commencé le mannequinat ici, après, j'ai gagné des concours, je suis partie à Londres 4 ans. D'accord. Une agence m'a casté ici, je suis partie. J'ai travaillé pendant 4 ans dans une agence et après, j'ai voulu revenir. Et donc, j'avais eu le bon prototype en face de moi. C'est-à-dire que j'avais baigné dans un environnement qui, pendant que je travaillais pour le système, j'apprenais énormément. Voilà. Donc, c'était très facile pour moi de venir calquer l'exemple ici. Et donc, c'est ce que j'ai fait. En améliorant et en m'adaptant à l'environnement. Parce qu'après, c'est pas le même environnement. C'est pas les mêmes réalités. Là-bas, tout de suite, on est content de pouvoir scruter une belle fille. Les familles sont fières et tout ça. Ici, c'était un peu un métier méconnu. Voilà. D'accord? Donc, il fallait avoir du tact, de la diplomatie, et accepter d'avoir cette humilité-là, d'aller vers les familles des gens, leur expliquer pourquoi est-ce que ils devraient vous faire confiance, par exemple, en vous confiant une partie de l'éducation de leurs enfants et tout. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça que l'émission La Saga des mannequins est née, parce que j'avais besoin finalement d'ouvrir le voile sur l'éducation et le quotidien de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons qui étaient des mannequins. Ça a bien fonctionné parce qu'au bout de 2 ans, on a des hommes de Dieu qui étaient les personnes les plus sceptiques, même qui sont venus à l'agence nous confier leurs enfants. Donc, j'ai été confrontée à des défis, mais à des vrais défis. À des vrais défis comme dans tous les métiers, mais pour parer à ces défis-là, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut être au courant de l'actualité. C'est ça. D'où les réseaux sociaux. Et c'est très bien justement que les jeunes y soient imprégnés de ces nouveaux outils parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont des clés, des outils. Donc, l'information qui faisait, on va dire, une semaine à arriver d'un pays à un autre aujourd'hui ou toute une journée, à l'instant T, tu as la même information qui est partagée partout dans le monde. Et c'est très bien. Donc, il faut être à l'heure de son temps, il faut être au niveau d'actualité top
de ce que vous avez envie de faire, savoir à quel niveau les autres se situent, et puis en fonction de l'environnement, créer un système pour que l'idée soit acceptée. Oui. Voilà, parce que même si vous faites quelque chose qui est bien, que les gens n'ont pas besoin, ils ne vont pas acheter. C'est ça. Et donc, votre offre sera supérieure à la demande. Effectivement. Cheap. Vous n'allez pas pouvoir vendre, vous n'allez pas pouvoir gagner d'argent. Donc, c'est exactement ça. Oui, moi je suis super intéressée par les obstacles dont tu parlais et le fait que finalement des hommes de Dieu même soient venus vers toi. Je trouve ça extraordinaire et j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que c'était un métier qui était quand même méconnu, hein, cette histoire de pouvoir même aller à l'école de mannequinat. Je pense que les gens ont tendance à vouloir faire des parcours assez traditionnels. Et donc j'aimerais savoir un peu quelle est l'avancée aujourd'hui. Est-ce que par exemple, il y a 5 ans, c'était la même chose qu'aujourd'hui? Et quelles sont les évolutions? Est-ce qu'on a des promotions de mannequins qui sont sortis, qui ont bien marché à l'étranger, etc. Quelles sont les victoires finalement de ce parcours? Alors aujourd'hui, avant, c'était facile parce que on prenait un mannequin juste par rapport à son élégance et avec sa marche naturelle. Moi, je mets tout ça dans les normes d'élégance. Avec ce qu'elle dégage, on la mettait sur un podium. Et c'est ce que je disais tout de suite. Mais plus on a commencé à avancer dans cet environnement-là, il a fasciné beaucoup d'autres jeunes filles comme nous en notre temps. Et donc, tu as de plus en plus de jeunes qui ont commencé à s'intéresser à la chose. Et donc, pour un défilé, au lieu d'avoir 30 personnes qui postulent pour 10 places, aujourd'hui, vous avez à peu près 100 personnes qui postulent pour une place. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les meilleures mensurations désormais. Ça, c'est la règle numéro 1, les mensurations. Donc, pour être mannequin, il ne faut pas juste le vouloir, il faut avoir été un peu prédestiné, on va dire. Donc, 1m75 pour les filles, 1m80 pour les garçons minimum. Et à côté de ça, on va s'intéresser à ceux qui ont mieux appris le métier. Parce que moi, tout de suite, si vous avez un panel de jury, ils savent tout de suite vous dire qui sait marcher ou pas. Il y a des règles, on le sait. La façon de poser le pied, la façon de poser l'arrêt et tout ça, ça s'apprend. Alors, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que vous avez des écoles, notamment la mienne. Je pense que je suis l'une des seules écoles mandatées par le ministère de l'enseignement professionnel avec un agrément en bonne et due forme pour apprendre. Et on s'est battu pour ça. Pourquoi? Parce que de plus en plus de jeunes sont intéressés par les codes de conduite, de savoir se tenir, de savoir marcher, de savoir de l'élégance à la fin de la journée. Le concours Miss Côte d'Ivoire est un des dérivés du mannequinat parce qu'avant, on a beaucoup de familles qui n'acceptaient pas que leurs enfants fassent des concours comme cela. Mais aujourd'hui, on a des enfants de politique, des enfants de personnes de milieu aisés qui vont faire des compétitions de ce type parce qu'ils ont compris que c'est une clé. C'est une clé d'être un porte-manteau de toute une jeunesse et de pouvoir être un porte-voix, de pouvoir imposer ses idées et pouvoir mener des luttes aussi. Et donc, nous, on est constitué en établissement pour pouvoir encadrer les enfants, mais on n'encadre pas que le bodybuilding, on encadre aussi l'intellect. Parce que penser qu'on est belle, être belle, c'est un état d'esprit. C'est même pas un état d'être, en réalité. Parce que, en fait, l'état d'être est discutable. Mais une personne qui est élégante, elle l'est. Voilà. Elle l'est et ça, c'est une unanimité. C'est-à-dire que si les 20 personnes vont se disputer sur telle est plus jolie que telle physiquement, mais telle est plus élégante que telle, on ne discute pas. On ne discute pas. Tout de suite, la classe et l'élégance, on saura tout de suite qui est plus éduqué que qui. À la fin de la journée, ça s'apprend. Bien sûr. Et quand, sans vouloir citer de marque, mais je sais que quand il y a une compagnie ici, du pays qui a voulu recruter des hôtesses, c'est à nous qu'ils ont fait appel en nous disant est-ce que vous avez des mannequins et tout, on a besoin d'hôtesses vraiment, et on a environ 80% de nos mannequins qui sont partis pour être hôtesses sur cette ligne et tout. On a des boutiques de luxe aussi qui nous font confiance quand il faut chercher des commerciaux ou des directeurs commerciaux, parce qu'en même temps, ce qu'on a enseigné aux filles en leur apprenant tout ça, c'est que c'était très important d'avoir une formation en amont avec la formation qu'on leur donnait dans le mannequinat. Parce que la beauté, c'est un ensemble.
Voilà. Vous pouvez pas juste vous contenter d'être jolie, avoir un joli visage et prétendre être belle. Non, il faut que tout le reste suive aussi. Oui. Donc, c'est une règle. Oui, non, ça, c'est un message très important Voilà. qui, j'espère, va vraiment traverser Ah, les les esprits. jeunes de plus en plus, et même quand vous entendez le nom de l'école, il est ce qui décrit, c'est-à-dire les métiers de la mode et du mannequinat, c'est-à-dire que on va pas faire que du mannequinat. C'est une école un peu aussi de la deuxième chance ou de rattrapage. Donc, quelqu'un qui n'a pas voulu faire des cours normaux parce qu'ils ne se sont pas sentis à l'aise là-bas, c'est pas ça leur vocation et tout ça. Si vous avez envie de devenir styliste dans les vêtements ou pour les cheveux et tout ça, dresser ou stylist design, on vous apprend. Bien sûr. D'accord, c'est extrêmement important justement de s'éduquer. J'aimerais qu'on parle de l'éducation. On a écouté Tata nous dire qu'il est important pour une jeune femme d'être éduquée, d'avoir une base. Et c'est vrai qu'être une femme élégante, c'est être une femme cultivée, c'est être une femme qui a de la culture générale, qui peut s'exprimer. Et donc, j'aimerais savoir, lorsque tu t'es lancée sur cette aventure sur les réseaux sociaux, mais également sur Cyrani et sur tous les projets que tu as, est-ce que tu as mesuré l'importance de ton éducation, justement, et puis de pouvoir te présenter au monde comme une femme qui est éloquente et qui sait ce qu'elle veut? Parce que c'est important aujourd'hui. Je pense que c'est comme Tata l'a dit, c'est super important. Comme j'ai dit, quand j'ai commencé tout ce que j'ai fait, j'aurais pu à un moment donné laisser tomber les études, whatever, pour me concentrer sur, entre guillemets, ce que je fais. Mais j'ai décidé de pas le faire. Tout simplement parce que c'est des choses qui vont de pair. Déjà, j'ai décidé de choisir dans mes études supérieures quelque chose qui était adapté à ce que je faisais. Donc la création de contenu, communication, stratégie de com. À l'heure d'aujourd'hui, je suis capable, si ce n'est que la création de contenu, de conseiller des personnes niveau communication, de gérer l'image d'une marque, donc de gérer ma propre image, d'être mon propre produit, de gérer ma marque, parce que, ok, j'ai appris sur le terrain, mais j'ai aussi appris la théorie à l'école. Et comme Tata l'a dit, il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de patience, et je pense qu'à l'école, on n'apprend pas que la théorie, on apprend aussi ça. Le fait de se lever tôt le matin, de la discipline, le fait de pouvoir souvent t'arrives à l'école, t'as pas forcément envie de parler à tout le monde, mais c'est du social, du coup ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend, en fait il y a des valeurs bien plus que scolaires à l'école, et je pense que l'éducation m'a aidée à refléter tout ça en fait dans ce que je fais. La création de contenu m'a appris par exemple que à certains moments il y a des sujets d'actualité et en tant que créatrice de contenu suivie par beaucoup de personnes, je suis obligée d'en parler. Je suis obligée de transmettre un message, mais si je n'ai pas l'éloquence appropriée, si je n'ai pas les arguments appropriés, si je ne me rends pas compte que c'est important d'avoir les tenants et les aboutissants d'une histoire avant d'en parler, je pourrais pas. Et en fait, le fait d'être suivi par plusieurs personnes, ça te donne une responsabilité sociale incroyable que tu peux pas gérer qu'en te basant sur le terrain. Tu es obligé d'avoir l'éducation derrière. C'est bateau comme phrase, hein. C'est vrai que personne n'a envie d'aller à l'école longtemps. Personne n'a envie d'entendre ça. Et c'est vrai que nos parents, ils nous ont toujours dit, oui, il faut terminer l'école et tout. Et souvent, on voit pas l'importance. Mais quand tu es sur le terrain, tu te rends compte que tu as vraiment énormément de chance, surtout en tant que femme. Dans un monde aussi capitaliste, dans un monde où en tant que femme, c'est comme si quand quelqu'un te fait quelque chose, tu lui dois en fait quelque chose. C'est important de pouvoir te débrouiller tout seul. C'est important de pouvoir te dire, surtout avec quelque chose d'éphémère comme les réseaux sociaux, que si ça finit, j'ai quelque chose. Et je me souviens quand j'étais petite, je disais à ma mère, il y avait 2 métiers que je voulais faire. Je voulais être psychologue et je voulais être designer. Et ma mère, elle me dit, designer, c'est pas mal, mais il faut que tu aies un truc derrière. On sait jamais. C'est ta passion, c'est ce que tu veux faire. Mais il faut que tu aies quelque chose derrière. Et moi, j'étais, non, maman, je veux pas être. Elle dit, non, t'es obligée d'avoir quelque chose derrière. Et ils m'ont jamais forcée. Et je me suis juste rendu compte. À l'heure d'aujourd'hui, je suis en master 2. Tranquillement, j'ai fini ce que j'ai à faire. Maintenant, ils m'ont simplement dit, t'as 1 an pour t'occuper de tout ce que tu veux. T'as fini les études. Au moins, j'ai quelque chose en poche. Et si c'est comme on dit, si ça chauffe sur moi, j'ai mes diplômes. Voilà. Et ça franchement, c'est vrai que c'est du papier. Non, c'est important. C'est important parce qu'il y a c'est le premier mari de la femme. C'est le premier mari de la femme. Et moi, j'ai envie de te parler justement de réseaux sociaux et tu as dit, je sais gérer une marque.
et je sais gérer ma propre marque. Oui. Et ça, c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, l'avènement des plateformes sociales amène les jeunes femmes et les jeunes hommes à être vraiment exposés sur les plateformes sociales. Et il est important de sélectionner les informations qu'on met devant et les informations qu'on ne met pas. Très important. Quand Tata est en train de parler justement du milieu du mannequinat, d'être formé et d'être élégant, il y a par exemple des entreprises qui ne voudront pas aller vers un certain type de personne si son profil ne correspond pas à leurs valeurs. Donc, comment est-ce que tu fais au quotidien pour rester dans ta ligne directrice et puis pour gérer ta marque? Alors, c'était compliqué parce que comme j'ai dit, j'ai commencé tôt. J'ai commencé à 14 ans à peu près, 13 ans. Je dansais au début. Donc, en fait, on va dire que j'ai évolué et j'ai une communauté qui a majoritairement évolué avec moi. Donc, la transition de me voir à 14 ans et maintenant à 21, bientôt 22, en train d'entreprendre, en train de changer vestimentairement parlant, en train de passer par plusieurs phases, c'était pas évident. Quand j'ai commencé, il y en a qui, dans leur tête, me considèrent encore comme une enfant. Ils se disent, mais c'est la fille que j'ai vue grandir. Il y en a qui sont arrivés maintenant, donc ils me voient comme la femme de maintenant. Il y en a qui sont arrivés dans une période où j'étais en train de transiter entre comment je m'habille en fait? Est-ce que je m'habille plus comme ci, comme ça? Et donc, c'était compliqué aussi pour les marques de venir vers moi parce qu'ils se disaient, mais peut-être que le public est là est enfantin. Peut-être que le public est là est concentré sur les personnes qui sont venues avec elles au début. Et donc, c'est dur, c'est toujours dur de devoir former son image de manière drastique parce que ça compte, tu t'es passé de quelque chose, tu évolues dans une autre chose et ceux qui comprennent la direction artistique de maintenant vont te suivre et ceux qui comprennent plus, ils partiront. Et peut-être que ta communauté va se renouveler, peut-être que tu vas attirer de nouveaux types de personnes, mais c'est en fonction de la personne que tu es maintenant. Mon évolution, elle n'a pas plu à tout le monde. Il y a des personnes qui se permettent de m'envoyer des messages en me demandant « Oui, mais t'as changé, pourquoi maintenant tu mets ci, ça ?» Avant, je m'habillais un peu plus, on va dire, boily, masculin. Et et j'ai essayé de faire une transition en fait pour voir à quoi je ressemblerais si je m'habillais un peu plus féminin. Et ça n'a pas plu. Il y a énormément de personnes. Non, mais je te suivais parce que oui, mais j'ai le droit de changer. Mon image change. Et quand je fais ça, j'ai de nouvelles marques qui m'approchent. Peut-être qu'ils ressemblent plus à la personne que j'aspire. Peut-être que au final, je retournerai dans mon look d'avant. Mais j'ai le droit de tester et t'es obligé parce que c'est ton image que t'es obligé de travailler. C'est ton image que tu modélises en fonction de ce que tu veux faire. Et si tu veux attirer des marques précises, tu t'es obligé d'entrer dans leur ligne directrice. Sinon, ils viendront pas vers toi. Bien sûr. Et c'est long comme combat, surtout avec la barrière des réseaux parce que les personnes se permettent de venir donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Donc, tu vas faire un truc qui change de ce que tu faisais avant, c'est fini. On te casse. On te casse. Tout le monde vient sur toi. C'est compliqué, mais j'ai la chance, je pense, d'avoir une communauté plutôt bienveillante. J'ai des remarques, mais la plupart du temps... c'est positif. Positif. Et moi, je me tourne vers Tata parce que j'aimerais te demander, en tant que mentor, en tant que personne qui est déjà établie, qui a déjà le savoir, comment est-ce qu'on s'adapte à l'avènement des réseaux sociaux en tant que formatrice même? Parce que ça vient avec beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Et comment est-ce qu'on met en place une formation qui prend en compte les externalités qui peuvent être causées par la présence sur les réseaux sociaux? Alors, il faut déterminer ce qu'on va en faire. Et ça, c'est pas que pour les réseaux sociaux, c'est pour tous les domaines et pour tout dans la vie. C'est-à-dire que quand vous avez un outil, un cadeau, un gadget, un objet en main, il faut déterminer le besoin que vous avez de ça, du cadeau ou de l'objet, de la chose que vous avez entre les mains, et déterminer ce que vous voulez en faire. Donc, il y a deux questions, de savoir ce que c'est, de bien faire attention, de savoir ce qu'on manipule. Et la deuxième chose, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Oui. Et c'est ça qui ne matche pas avec cette génération. Moi, je suis d'accord qu'on ait en face de nous un monde virtuel qui permette comme ça de faire tomber les barrières, que tout le monde puisse dire ce qu'il a envie de dire. Mais moi, je fais partie d'une époque où on disait la liberté d'expression n'est pas le libertinage. Je pense qu'il faut tenir compte. Il faut tenir compte des autres, de la sensibilité des autres. Et il faut toujours se mettre à la place de l'autre aussi. D'accord? Et donc, le conseil en général que je donne aux gens, et même au niveau de notre école, ce qu'on dit aux mannequins, qui sont des personnes sous les feux des projecteurs et tout ça, on leur dit, faites attention de mettre qu'en avant l'image du mannequin que vous êtes. Donc, de mettre en avant l'image des vêtements que vous portez ou des marques que vous représentez. Ne mettez pas en avant votre lifestyle. Parce que si vous mettez en avant votre lifestyle, posez-vous en influenceur. Et dans ces conditions,
ayez une équipe, parce que les regards sont différents. Moi, tout de suite, si Iman veut poster un truc, que je suis dans son environnement immédiat, de façon détachée, je sais lui dire, Iman, ça, c'est pas bon pour toi. Elle ne le saura pas parce qu'elle est sous le coup d'une émotion. Les acteurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, sont avant tout des personnes à part entière. Donc, il faut faire très attention aux valeurs intrinsèques qu'on a inculquées à chacun d'entre nous dans les familles, parce qu'on est représentant d'éducation, de culture, de nom et de famille. On ne peut pas blaser tout ça en disant on s'en fout parce qu'on est jeune. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'est plus jeune. On est des adultes. Sauf que le gros souci, c'est que on a de la traçabilité pour tout ce qu'on fait dans la vie. Et donc, c'est important de faire très attention à ce que la nature nous recrache en plein visage demain. Et donc, le conseil que moi je dis à tout le monde, à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui utilisent les réseaux, c'est très bien. C'est un outil fabuleux. Mais il faut poster ce qui est important de poster dans la mesure de ce qui doit être fait. Donc, si vous êtes influenceur, vous devez d'abord établir votre ligne éditoriale. Je suis très d'accord. Postez dans ce sens de la ligne éditoriale que vous avez choisie. Moi, si vous partez sur mes plateformes et tout ça, vous n'aurez pas beaucoup de photos. Parce qu'en aucun cas, je me suis posée en influenceur. Non, je suis personnage public, ça va. Et tout. Quand je voudrais devenir influenceuse, je saurais que je vais faire une feuille de route, déterminer la ligne, et bien déterminer le message que je vais véhiculer et travailler autour de ça. Il ne faut pas faire les choses au hasard parce qu'à la fin de la journée, une information qui est mise sur le méta, c'est une information qui est donnée au monde entier. Après, on ne peut pas rattraper. Et par ailleurs, c'est de dire à toutes ces personnes-là qui utilisent des réseaux sociaux, comme influenceurs, comme personnages publics et tout ça, d'avoir avec eux vraiment, je veux dire, leur valeur pour elles. Un être humain, moi, je suis d'accord que tout le monde ait des moments sombres dans la vie. Mais je ne suis pas d'accord que des personnes qui ne vous connaissent pas puissent vous faire douter de qui vous êtes. Je ne crois pas en ça. Je crois au fait que, à la fin de la journée, chacun d'entre nous a son jardin secret, à sa famille d'abord, qui sont les premiers référents, à ses amis qui viennent compléter le clan parental. Et c'est ça qui devrait compter pour tout le monde. Après, c'est vrai que si vous avez toute une nation, toute une communauté qui est contre vous, tout ça, à force, ça peut peser. Mais ça ne devrait pas dénaturer les gens. Voilà. Les réseaux sociaux, je pense que ceux qui ont décidé d'en faire un métier devraient considérer cela un peu comme un jeu. It's a game. J'ai entendu des influenceurs dire that's the game. Donc, when it's not working, just stop it. Definitely. And you can be back. C'est tout. Tu stops, tu reviens encore plus forte et puis tu continues ta trajectoire. Donc, c'est de bien définir l'outil qu'on a entre les mains parce que même un couteau qui nous aide à faire la cuisine, il est dangereux. Il tranche aussi les mains. Donc, de bien savoir les pourtours de l'outil, utiliser dans le sens de ce qui nous arrange et puis faire attention quand il y a des inconvénients. Ça arrive à tout le monde. Il faut bien gérer son image. J'aimerais bien revenir sur ça parce que, encore une fois, comme j'ai commencé tôt, par exemple, j'avais pas d'encadrement. Et c'était quelque chose que je faisais de manière spontanée, comme je vous ai dit. À un moment donné, ça a commencé à glow up, ça a commencé à augmenter, les nombres, les statistiques à augmenter. Je me suis retrouvée exposée et ma vie j'ai commencé à 13-14 ans, quoi. Les réseaux sociaux ont littéralement régi ma vie jusqu'à présent. Il y a des choses que je ne faisais pas parce que je savais que si je faisais, je peux être filmée, etc., etc. Et ça m'a fait grandir, ça m'a éduquée. Dans le sens où je sais que je peux pas me retrouver, par exemple, assise en train de faire n'importe quoi parce que j'ai une communauté à n'importe quel moment, on me reconnaît dehors. Et me voici à l'heure d'aujourd'hui à devoir chercher des bonnes personnes à m'encadrer parce que je me rends compte que ça augmente et que je peux pas le gérer toute seule. Et qu'il y a encore une fois, ma mère, j'ai des conseils de ma mère, etc., qui me dit, oui, bon, ne t'exprime pas sur tel sujet, c'est peut-être un peu trop sensible, oui, non. Mais il faut avoir, et comme Tata a dit, une ligne directrice sur laquelle tu restes parce que on reste des personnes, on veut être le plus naturel possible, mais c'est deux entités différentes. Il faut dissocier. Il y a ce que tu montres sur les réseaux, et puis il y a ce que c'est vrai que les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ils aiment la transparence, mais on peut pas être transparent jusqu'au bout. On peut pas, un jardin secret, comme il faut un jardin secret. Sinon, tu te retrouves, parce que rien ne s'oublie sur Internet.
rien ne s'oublie sur Internet. Et au moment où tu t'attends le moins, ça sort. Non, pour une femme, l'extravagance exagérée est de la vulgarité. Non, Tu ne peux pas être transparent à 100%. Non, c'est pas Ça devient possible. vulgaire. C'est pas possible. Parce que des personnes vont se permettre, tu peux changer d'état d'esprit, tu peux être une personne il y a 10 ans et ne plus être la même personne aujourd'hui. Absolument. Et comment tu fais quand tu as des vidéos de toi en train de faire n'importe quoi qui plane sur les réseaux et maintenant tu veux repartir de zéro, devenir une nouvelle personne et il y a tout ça. Donc il faut vraiment être suivi et ça, et j'insiste parce que là je me retrouve du coup moi maintenant à devoir chercher ça, une équipe qui va te dire bon, toi tu fais du voyage, ce que tu mets c'est le voyage. Voilà. Ne fais rien d'autre à part le voyage. C'est tout. Les personnes, c'est ça. Les personnes qui sont intéressées. Et toi-même, ça t'inspire parce que tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois truc. Mais quand c'est pas organisé, et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ça sert à rien d'organiser, hein, c'est de la création de contenu. De façon spontanée, tu fais comme ça et tout. Bon. Non, mais c'est obligé d'être calculé. Mais tout ça, c'est parce que ce sont des nouveaux métiers en Afrique aussi et tout ça. On a rencontré ça partout dans beaucoup de domaines artistiques. Les artistes, déjà à la base, sont un peu difficiles, d'accord? Parce qu'ils suivent leur spontanéité, leur inspiration et tout. Il faut savoir leur parler. Ils sont déjà à fleur de peau et tout ça. Mais à côté, ce sont des nouveaux métiers. Bien sûr. Voilà. Et le principe de management n'était pas forcément compris même par les familles. Très vrai. Dans un premier temps. Donc, tu vas te retrouver à manager un enfant à qui sa mère a dit qu'elle peut tout faire, elle peut tout porter. Et toi, tout de suite, tu lui dis, bon, je t'interdis de faire ça, mais vous rentrez en fighting. Ah oui, l'enfant ne comprend pas. Donc, c'est un concept qu'il faut bien établir et tout ça avec l'accompagnement des parents à cause de l'environnement dans lequel on évolue en Afrique. Vous ne pouvez pas. Ici, vous ne pouvez pas manager un artiste, un personnage public, si vous n'avez pas le poids de la famille ou des parents derrière. Ça ne sert à rien. À la fin de la journée, à un moment donné, votre travail sera blasé. Bien sûr. Et ça me fait penser un peu justement à l'aspect culturel. C'est-à-dire, on parle de contexte africain. En général, je trouve que certains concepts ne fonctionnent pas parce qu'on n'essaie pas de vraiment comprendre l'environnement dans lequel on se trouve et les personnes à qui on a affaire. Les institutions comme la famille sont des institutions extrêmement importantes quand on veut apporter de l'aide à un talent. Mais c'est vrai que par moment, on a tendance à voir des gens qui vont essayer de faire du management ou bien du community management sans essayer de vraiment toucher le... Et ça ne matche pas. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que les métiers des arts ici, jusqu'à, je sais pas jusqu'à quand, et j'ai vu peu de cas comme ça. Je veux dire, même Abou Dia qui vend des tableaux à des centaines de millions aujourd'hui n'a pas commencé comme ça. Il était soutenu au début par sa famille ou ses amis, tout ça. Je ne sais pas encore qui. Mais ce que je suis en train de dire, ces métiers-là, la plupart du temps, sont des métiers de passion qui ne sont pas rentables. Les premières personnes qui se présentent comme des investisseurs dans le business de ces gens-là sont la famille. Et le seul contrat qu'ils ont avec ces artistes-là, c'est la confiance, le contrat de confiance. Si tu les exclus, tout de suite, tu as blasé le business plan. Ça ne part pas. Ça ne passe pas. On va prendre un exemple tout simple que vous pourrez couper ou ajouter à l'émission, comme vous voulez. Mais tout à l'heure, ta mère, elle est arrivée pendant qu'on était pendant la pause. Tu lui as fait un coucou. Mais notre culture est tellement magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle est venue donner un coup de pouce à sa fille, rencontrer les invités que sa fille a sur le plateau. Elle est repartie. Mais c'est une garantie. C'est une garantie. Demain, elle sait qu'elle a contrôlé même l'environnement. En 2 mots, elle a eu son coup d'œil à jeter. Elle a vu que tout se passe bien. Et tout ça, c'est un contrat de confiance que tu ne peux pas blaser. Parce que tous les contrats qu'on signe, que ce soit avec des personnes qu'on connaît ou pas, des entreprises, des multinationales, tout ça, la base d'un contrat, c'est quoi? C'est la confiance. Bien sûr. C'est le contrat de confiance qu'on signe à la fin de la journée. Si tu blases un des éléments les plus importants de ça, de ce système-là, mais tu as blasé tout le reste. C'est pas possible. Non, c'est la vérité. Et moi, j'ai envie de vous demander justement pour le petit mot de fin, selon vous, quel est l'avenir justement de ces nouveaux métiers qui émergent avec les réseaux sociaux et avec la famille? Quel est finalement l'avenir du mannequinat en Côte d'Ivoire? Quel est l'avenir de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire chez les jeunes et puis avec les réseaux sociaux? Comment est-ce que ça va avancer dans quelques années? Et quel encadrement est nécessaire et quelle est la responsabilité sociale de la famille, des gens autour, justement de pousser les gens qui ont envie de faire ces métiers-là, de prendre ces initiatives-là? Pour ma part, je pense que c'est sur la bonne voie, dans le sens où
je pense qu'on est dans une génération, en tout cas de ce que je peux observer, où on essaie de communiquer un peu plus, du moins du peu que j'arrive à observer. On a un peu plus de conseils aussi, de n'importe où, hein, sur YouTube, il te suffit de taper un truc, t'as des conseils. Et puis, je trouve que on a pris conscience de pas mal de choses, dont on a plus d'outils déjà par rapport à la génération d'avant. On a plus des personnes à qui se référer, on en a plusieurs. Et puis, je trouve que ça avancera, mais en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est le côté un peu têtu de la jeunesse. La jeunesse, et je me compte dedans, la plupart du temps, en fait, voilà, c'est ça, faut avoir une certaine humilité. Parce qu'on a tendance à se braquer quand les plus grands viennent nous donner des conseils, parce que justement, on n'a pas encore vécu. Donc, on se dit, ah non, mais peut-être qu'elle a pas confiance en ce que je veux faire et tout, et qu'elle comprend pas, et tout. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui les encouragent dans ce qu'ils font. Donc, en général, ils se braquent. Et moi, c'est ça qui me fait un peu peur, mais je pense que on a beaucoup d'outils pour nous aider, on a beaucoup de personnes expérimentées. En fait, mais ce qui est bien dans cette génération, c'est qu'on a vraiment pris conscience. Et je me rends compte de ça à tous les pôles. Des personnes qui, par exemple, quand ils vont faire leurs études, n'ont pas envie de rester là-bas, de revenir. Des personnes qui ont confiance en la Côte d'Ivoire, en Afrique. Des personnes qui veulent promouvoir tout ce qu'ils font, mais ici, qui voient le potentiel d'ici. C'était pas forcément comme ça. Avant, l'Eldorado, c'était ailleurs. Et là, je me rends compte que maintenant, ils ont pris confiance et c'est nous. Et ça me fait plaisir de savoir que moi aussi, je fais partie de ces jeunettes-là qui veulent changer les choses. Et j'ai confiance en mon potentiel, ce qui est un facteur important aussi. Et je pense qu'un des outils pour aider, c'est aussi que les managers, c'est important pour moi que les managers de talent eux-mêmes se forment. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde s'improvise manager. Tu tombes sur un de tes grands dos, un de tes grands frères, il te dit oui, non mais t'inquiète, je vais te mettre sur ça, mais il est pas formé. Alors que c'est lui qui gère toute ton image. Donc en tout cas, pour le niveau réseaux sociaux, pour moi, c'est que tout le monde se forme. C'est vrai que c'est nouveau, donc c'est vaste. On peut faire énormément de choses avec les réseaux sociaux, mais c'est important de se former. Ne négligez pas l'éducation, ne négligez pas les formations, ne négligez pas l'école tout court. Et avec ça, je pense qu'on pourra aller très très loin. Je suis parfaitement d'accord et je pense que quelque chose qui est vraiment important aussi, dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect juridique dans la gestion des talents, que ce soit dans le mannequinat, dans l'industrie de la mode ou bien même dans l'entrepreneuriat. Quand on décide de faire du management, il faut être sûr de connaître tous les paramètres qui entourent justement son talent, la personne dont on s'occupe. Et je pense, moi en tout cas dans l'avenir, je vois beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus d'initiatives comme Tata Fatim, de personnes qui vont dire, bon, moi j'ai ce savoir-là, comment est-ce que je fais pour transmettre ce savoir-là, comment est-ce que je fais pour donner justement aux prochaines générations ce que je n'ai peut-être pas pu avoir. Et je pense qu'avec beaucoup plus de formation et avec une meilleure capacité à comprendre l'environnement dans lequel on est, on aura une Afrique qui n'aura rien à envier aux podiums internationaux lorsqu'il s'agit d'entreprendre, de faire confiance à ses passions, de faire confiance à ses talents également. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tata, de tout ça. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que tout ça va suivre son chemin, c'est-à-dire qu'il y a une nouveauté qui était là, que tout le monde a expertisé. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont commencé à demander qu'on fasse des restrictions et tout, qu'on puisse vraiment encadrer tout ça. Donc, je pense que l'État, alors qui est la mère, qui représente la mère d'un pays, va prendre ses dispositions. D'ailleurs, ils ont commencé à prendre la disposition pour pouvoir structurer tout ça. Bien sûr. Une fois que tout ça est structuré, ce qui va s'en suivre, c'est que les talents, les différents talents, donc quand je dis talents, je parle des différentes personnes qui se servent de l'outil informatique, de l'outil des réseaux sociaux, digital, vont rentrer dans un moule, c'est-à-dire qu'ils seront obligés. C'est-à-dire que têtu ou pas, si tu es dans un monde structuré où on te dit que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit d'insulter tel pour te vendre, tu vendre ton contenu, à la fin de la journée, tu seras obligé de parler d'autre chose que d'injures. Donc, à la fin de la journée, chacun va définir sa ligne, va définir sa ligne et tout avec le concours de l'État. Par ailleurs, je pense que ce qui est fondamental dans la vie en général, il faut que jeune ou pas, on fasse de la famille un vrai repère. C'est-à-dire que vous venez au monde, vous êtes encadré par des gens
qui vous ont vu naître, qui vous ont soutenu, qui vous ont accompagné pour que vous arriviez à un certain niveau. Donc, certainement, ce n'est pas ces gens-là qui vont participer à votre ruine. Il faut qu'on ait l'humilité en tant qu'enfant, quel que soit l'âge, d'accepter ça. Une fois qu'on a accepté ça, il faut prendre de bon cœur les conseils qu'on donne. Les conseils qu'on donne, ça permet d'aller plus vite, en général, dans la vie. Les partages d'expériences servent à ça. De dire, moi, j'ai eu tel problème à cet âge. J'évite à mes petits frères, à mes petites sœurs, à mes enfants de tomber dans les mêmes difficultés en leur disant, attention, là, si vous contournez comme ça, vous irez plus vite parce que moi, j'ai perdu 1 an à faire ça. Effectivement. Voilà l'avantage et la beauté du conseil. Donc, c'est de prendre avec humilité les différentes clés qui sont les conseils qu'on donne, les expertises qu'on donne. Après, pour les artistes, et ça, c'est pour tous les artistes en général, il faut qu'ils acceptent de se faire manager. Très exactement. Un artiste n'a pas la capacité de créer du contenu, de faire de la représentation, de gérer son image et de vendre son image. C'est pas possible. Et de à un faire son moment art. donné, ça va faire masse. Et quand ça fait masse, ce qui est très difficile, c'est que les répercussions sont lourdes parce que c'est tout le visage qu'on a voulu masquer depuis combien d'années qui vient être jeté à la vindicte populaire. Exactement. Et les gens sont implacables. C'est-à-dire qu'ils vous suivent pendant 10 ans, mais en 1 heure de temps, ils vous lâchent. Ah oui, totalement. Voilà. Il faut avoir beaucoup d'humilité, je reviens sur ça, de savoir que rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Avoir la tête sur les épaules, avoir le sang-froid, rester calme et accepter de se faire manager avec des contractuels. Donc, il faut formaliser tout ça, mettre tous les détails d'un contrat et se faire assister. Voilà le conseil que je donne en définitif. Mais sinon, moi, je pense que tout ça, ça va aller pour le mieux parce que les jeunes sont intelligents, ils sont plus responsables aussi. Ils sont plus responsables, ils sont beaucoup plus matures très tôt. Et donc, c'est pas fait pour les faire dire, quoi. À mon avis. Je pense que ce sont de super beaux de fin qui sont sages, qui donnent espoir, qui donnent envie de se lancer. Tata Fatim, merci beaucoup pour ta présence. Tu nous as honoré de ta présence. Iman, ma sœur, merci beaucoup. Je suis heureuse de vous avoir à mes côtés. Comme on disait, c'est la famille qui permet d'avancer. Je suis heureuse de pouvoir terminer ce numéro en famille. C'était tout pour Parole d'Ivoire. Merci beaucoup. Au revoir.